Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va assister à un moment historique dans le temple des élites mondialistes. Javier Milei, président de l'Argentine, a eu le courage d'aller à Davos pour leur dire que Davos allait fermer ses portes à jamais très bientôt. Il a qualifié le wokisme de cancer idéologique, de poison qui détruit toute la civilisation occidentale et détruit nos valeurs fondamentales. Il a également expliqué comment tous ces bureaucrates avaient réussi à prendre le contrôle sur nous, le peuple, et il a désigné sans aucun détour les coupables de ce carnage. Le Forum économique mondial, bien sûr, et toutes les institutions supranationales, comme les architectes de cette arnaque mortifère globale. Vous allez voir, son discours prend un petit peu de temps à rentrer dans le vif du sujet, mais je peux vous dire que plus on avance et plus on se régale. Il dénonce et accuse. Regardez. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui a changé en si peu de temps? Il y a un an, je me tenais ici, devant vous, seul, et j'ai dit certaines vérités sur l'état du monde occidental qui ont suscité une certaine surprise et un certain étonnement chez une grande partie de l'establishment politique, économique et médiatique de l'Occident. Et je dois admettre que d'une certaine manière, je le comprends. Un président d'un pays qui subissait un échec économique systématique depuis plus de 100 ans. Nous subissions notre position faible dans les principaux conflits mondiaux et de notre fermeture au commerce. Nous avons perdu pratiquement toute importance internationale au fil des ans. Le président d'un tel pays se tenait sur cette scène et disait au monde entier qu'il avait tort, qu'il allait droit à l'échec, que l'Occident s'était égaré et qu'il fallait le réorienter. Le président de ce pays, l'Argentine, qui n'était pas un politicien, qui n'avait aucun soutien législatif, aucun soutien des gouverneurs, des chefs d'entreprise ou des groupes de médias. Dans ce discours devant vous, je vous ai dit que c'était le début d'une nouvelle Argentine. Que l'Argentine avait été infectée par le socialisme pendant bien trop longtemps et qu'avec nous, elle allait à nouveau embrasser les idées de liberté, un modèle que nous résumons comme la défense de la vie, la liberté et la propriété privée. Et je vous ai dit aussi que d'une certaine manière, l'Argentine était le fantôme des Noëls occidentaux à venir, parce que nous avons déjà vécu tout ce que vous traversiez et nous savions déjà comment cela se terminerait. Un an plus tard, je dois dire que je ne me sens plus aussi seul. Je ne me sens pas seul parce que le monde a accueilli l'Argentine. L'Argentine est devenue un exemple mondial de responsabilité budgétaire, d'engagement à honorer nos obligations et bien évidemment d'engagement à résoudre le problème de l'inflation. Nous sommes également un exemple d'une nouvelle façon de faire de la politique qui consiste à dire la vérité aux gens en face et à avoir confiance qu'ils comprendront. Et je ne me sens pas seul car au cours de cette année, j'ai trouvé des alliés dans ce combat pour les idées de liberté aux quatre coins du monde. De l'étonnant Elon Musk à cette féroce dame italienne, ma chère Giorgia Meloni de Bukele au Salvador à Viktor Orban en Hongrie. De Benjamin Netanyahou en Israël à Donald Trump aux États-Unis. Petit à petit, une alliance internationale s'est formée entre toutes les nations qui, comme la nôtre, veulent être libres et croient aux idées de liberté. Et petit à petit, ce qui semblait être l'hégémonie mondiale absolue de la gauche woke en politique, dans les institutions éducatives, dans les médias, dans les organisations supranationales ou même dans des forums comme Davos, a commencé à s'effondrer. L'espoir des idées de liberté commence à émerger. Je suis venu aujourd'hui vous dire que notre bataille n'est pas encore gagnée et même si l'espoir a été ravivé, il est de notre devoir moral et de notre responsabilité historique de démanteler l'édifice idéologique du wokisme maladif. Tant que nous n'aurons pas réussi à reconstruire notre cathédrale historique, tant que nous n'aurons pas fait en sorte que la majorité des pays occidentaux adhèrent à nouveau aux idées de liberté, tant que nos idées ne deviendront pas la monnaie courante dans les salles d'événements comme celle-ci, nous ne pourrons pas baisser la garde. Parce que je dois dire que des forums comme celui-ci ont été les protagonistes et les promoteurs du sinistre programme du wokisme qui fait tant de mal au monde occidental. Et si nous voulons changer, si nous voulons vraiment défendre les droits des citoyens, nous devons d'abord commencer par leur dire la vérité. La vérité est qu'il y a quelque chose de profondément erroné dans les idées qui ont été promues à travers des forums comme celui-ci. Et j'aimerais prendre quelques minutes aujourd'hui pour discuter de certaines d'entre elles. Aujourd'hui, rares sont ceux qui nieront que des vents de changement soufflent
en Occident. Il y a ceux qui résistent au changement, ceux qui l'acceptent à contre-cœur, mais l'acceptent quand même. Il y a les nouveaux convertis qui apparaissent lorsqu'ils le voient comme inévitable. Et enfin, il y a ceux d'entre nous qui ont lutté toute leur vie pour que le changement arrive. Chacun d'entre vous saura à quel groupe il appartient. Il y aura sûrement un peu de chaque dans cet auditorium et vous reconnaîtrez tous sûrement que les temps de changement frappent à nos portes. Les moments historiques de changement ont une caractéristique unique. Les moments où les formules en place depuis des décennies s'épuisent. Les méthodes autrefois considérées comme la seule façon de faire les choses cessent d'avoir du sens. Et ce qui, pour beaucoup, semblait être des vérités incontestables est finalement remis en question. C'est une époque où les règles sont réécrites, et donc une époque qui récompense ceux qui ont le courage de prendre des risques. Une grande partie du monde libre préfère encore le confort de ce qui lui est familier, même si cela peut être la mauvaise voie. Ils insisteront pour appliquer les recettes de l'échec. Le grand fardeau qui est le dénominateur commun entre les pays et les institutions qui échouent est le virus mental de l'idéologie woke. C'est la grande épidémie de notre époque qui doit être guérie. C'est le cancer dont nous devons nous débarrasser. Cette idéologie a colonisé les institutions les plus importantes du monde, des partis politiques et des gouvernements des principales nations occidentales aux organisations de gouvernance mondiale, en passant par les ONG, les universités et les médias. Elle a également donné le ton au débat mondial au cours des dernières décennies jusqu'à ce que nous éliminions cette idéologie odieuse de notre culture, de nos institutions et de nos lois. La civilisation occidentale et même l'espèce humaine ne pourront pas revenir sur le chemin du progrès exigé par notre esprit pionnier. Il est essentiel de briser ces chaînes idéologiques si nous voulons inaugurer un nouvel âge d'or. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui prendre quelques minutes pour briser ces chaînes. Et d'abord, parlons de ce pourquoi nous nous battons. L'Occident représente le summum de la réussite humaine sur le terreau fertile de son héritage gréco-romain et de ses valeurs judéo-chrétiennes. Les graines de quelque chose d'inédit dans l'histoire ont été semées. Après avoir définitivement surmonté l'absolutisme, le libéralisme a inauguré une nouvelle ère dans l'existence humaine et dans le cadre d'un nouveau cadre moral et philosophique qui plaçait la liberté individuelle au-dessus des caprices des tyrans. L'Occident a pu libérer la capacité créatrice de l'homme, incitant un processus de création de richesses sans précédent. Les données parlent d'elles-mêmes. Jusqu'en 1800, le PIB mondial par habitant est resté pratiquement constant. Cependant, à partir du 19e siècle et grâce à la révolution industrielle, le PIB par habitant a été multiplié par 20, ce qui lui a permis à 90% de la population mondiale de sortir de la pauvreté. Alors que la population elle-même a été multipliée par 8. Et cela n'a été possible que grâce à une convergence de valeurs fondamentales, le respect de la vie, de la liberté et de la propriété qui a permis le libre-échange, la liberté d'expression, la liberté de religion et les autres piliers de la civilisation occidentale. En plus, notre esprit pionnier, explorateur, faustien, inventif, teste constamment les limites de ce qui est possible. Et c'est un esprit pionnier qui est aujourd'hui représenté entre autres par mon cher ami Elon Musk, qui a été injustement vilipendé par l'idéologie du wokisme ces derniers jours pour un geste innocent qui reflète simplement son enthousiasme et sa gratitude envers les gens. En résumé, nous avons inventé le capitalisme sur la base de l'épargne, du travail et du réinvestissement et du travail acharné. Nous avons réussi à ce que chaque travailleur multiplie par 10, par 100 ou pourquoi pas par 1000 sa productivité, surmontant ainsi le piège malthusien. Pourtant, à un moment donné, au XXe siècle, nous nous sommes égarés et les principes libéraux qui nous avaient rendus libres et prospères ont été trahis. Une nouvelle classe politique animée par les idéologies collectivistes et profitant des temps de crise a vu l'occasion parfaite d'accumuler du pouvoir. Toutes les richesses créées par le capitalisme jusqu'alors et dans le futur seraient redistribuées par le biais d'un système de planification centralisé, déclenchant un processus dont nous subissons aujourd'hui les conséquences désastreuses.
En promouvant un programme socialiste tout en opérant insidieusement dans le cadre du paradigme libéral, cette nouvelle classe politique a déformé les valeurs du libéralisme. Et donc ils ont remplacé la liberté par la libération en utilisant le pouvoir coercitif de l'État pour redistribuer la richesse créée par le capitalisme. Leur justification était l'idée sinistre, injuste et odieuse de justice sociale complétée par des cadres théoriques marxistes visant à libérer les individus de leurs besoins. Et au cœur de ce nouveau système de valeurs se trouve le principe fondamental selon lequel l'égalité devant la loi ne suffit pas car il existe des injustices systémiques cachées qui doivent être corrigées. Une idée qui sert de mine d'or aux bureaucrates qui aspirent à la toute-puissance. Et c'est fondamentalement ce qu'est le wokisme, le résultat du renversement des valeurs occidentales. Chacun des piliers de notre civilisation a été remplacé par une version déformée de lui-même par divers mécanismes de subversion culturelle. Les droits négatifs à la vie, à la liberté et à la propriété ont été transformés en une liste artificielle et sans fin de droits positifs. D'abord ce fut l'éducation, puis le logement, et sur des absurdités comme l'accès à l'Internet, le football télévisé, le théâtre, les soins cosmétiques, et un nombre infini d'autres désirs qui ont été transformés en droits humains fondamentaux. Des droits pour lesquels, bien sûr, quelqu'un doit payer et qui ne peuvent être garantis que par l'expansion infinie de cet état odieux. En d'autres termes, nous passons du concept de liberté comme protection fondamentale de l'individu contre l'intervention du tyran au concept de libération par l'intervention de l'État. Sur cette base, le wokisme s'est construit sur une idéologie de pensée monolithique soutenue par diverses institutions dont le but est de pénaliser la dissidence, le féminisme, la diversité, l'inclusion, l'équité, l'immigration, l'avortement, l'environnementalisme, l'idéologie du genre, entre autres. Ce sont toutes des têtes différentes de la même bête destinées à justifier l'expansion de l'État par l'appropriation et la déformation. Examinons-en quelques-unes. Le féminisme radical est une déformation du concept d'égalité. Même dans sa forme la plus bienveillante, il est redondant car l'égalité devant la loi existe déjà en Occident. Tout le reste est une quête de privilèges, ce que recherche véritablement le féminisme radical. On dresse la moitié de la population contre l'autre moitié alors qu'elle devrait être du même côté. On est même arrivé à normaliser le fait que dans de nombreux pays soi-disant civilisés, si on tue une femme, on parle de féminicide. Et cela entraîne une peine plus grave que si on tue un homme, simplement en raison du sexe de la victime. Ils font en sorte que la vie d'une femme vaille plus que celle d'un homme. Et qu'ils interdisent l'écart salarial entre les sexes. Mais quand on regarde les données, il est clair qu'il n'y a pas d'inégalité pour le même travail, mais plutôt que la plupart des hommes ont tendance à choisir des professions mieux rémunérées que la plupart des femmes. Cependant, ils ne se plaignent pas du fait que la plupart des détenus sont des hommes ou que la plupart des plombiers sont des hommes ou que la plupart des victimes de vol ou de meurtre sont des hommes. Et encore moins de la majorité des personnes qui sont mortes à la guerre. Mais si vous soulevez tous ces points dans les médias ou même sur ce forum, vous êtes considéré comme un misogyne, simplement parce que vous défendez un principe élémentaire de la démocratie moderne et de l'état de droit, qui est l'égalité devant la loi et bien sûr la défense des données également. Le wokisme se manifeste également dans un environnementalisme radical et sinistre et dans le programme sur le changement climatique. Préserver notre planète pour des générations futures est une question de bon sens. Personne ne veut vivre dans une décharge. Mais une fois de plus, le wokisme a réussi à pervertir cette idée fondamentale. De la préservation de l'environnement pour le plaisir des humains, nous sommes passés à un environnementalisme fanatisme où nous, les humains, sommes considérés comme un cancer à éradiquer. Le développement économique est considéré comme un crime contre la nature. Et pourtant, quand nous affirmons que la Terre a déjà traversé 5 cycles de changement brutal de température et que pendant 4 d'entre eux, l'homme n'était même pas là, on nous traite de partisans de la Terre plate afin de discréditer nos idées, même si la science et les données sont de notre côté. Ce n'est pas une coïncidence si ces mêmes groupes sont les principaux promoteurs du programme meurtrier de l'avortement. Un programme conçu sur la base du postulat malthusien selon lequel la surpopulation détruira la Terre et que nous devons mettre en œuvre une forme de contrôle de la population. En fait, cela a été poussé à un tel extrême qu'aujourd'hui, sur Terre,
nous commençons à voir un taux de croissance démographique qui commence à ressembler à un problème. Et à parler du travail qu'ils ont accompli en promouvant l'avortement. Et ce forum fait la promotion de l'agenda LGBT en essayant d'imposer l'idée que les femmes sont des hommes et que les hommes sont des femmes simplement en fonction de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils ne disent rien sur le cas où un homme se déguise en femme et tue son adversaire sur un ring de boxe ou lorsqu'un détenu prétend être une femme et finit par agresser sexuellement des femmes en prison. En fait, il y a quelques semaines à peine, il y avait les gros titres dans le monde entier concernant le cas de 2 Américains homosexuels qui défendaient les bannières de la diversité sexuelle et ont été condamnés à 100 ans de prison pour avoir abusé et filmé leurs enfants adoptés pendant plus de 2 ans. Je veux être clair, quand je dis abus, ce n'est pas un euphémisme, car dans ses formes les plus extrêmes, l'idéologie du genre est carrément dans la maltraitance envers les enfants. Ce sont des pédophiles. Je voudrais donc savoir qui pourrait soutenir ce genre de comportement. Les enfants en bonne santé sont irrémédiablement lésés par les traitements hormonaux et leur utilisation, comme si un enfant de 5 ans pouvait consentir à de telles choses. Et si leur famille n'est pas d'accord, il y aura toujours des agents de l'État prêts à intervenir en faveur de ce qu'ils appellent l'intérêt supérieur de l'enfant. Et croyez-moi, ces expériences scandaleuses au nom de cette idéologie criminelle seront condamnées et comparées à celles commises par les esprits obscurs de notre histoire. La mise à jour de cette multitude de pratiques odieuses est l'éternel récit victimaire toujours prêt à porter des accusations d'homophobie, de transphobie et d'autres termes inventés, dont le seul but est de faire taire ceux d'entre nous qui osent exposer ce scandale dont les autorités nationales et internationales sont complices. Pendant ce temps, dans nos entreprises, nos institutions publiques et nos établissements d'enseignement, le mérite a été mis de côté au profit de la doctrine de la diversité, ce qui représente une régression vers les systèmes aristocratiques du passé. Les quotas sont inventés pour chaque minorité que les politiciens veulent proposer, ce qui finit par saper l'excellence des institutions. Le wokisme a également déformé la question de l'immigration. La libre circulation des biens et des personnes est un pilier fondamental du libéralisme, nous le savons bien. L'Argentine, les États-Unis et de nombreux autres pays sont devenus grands grâce aux immigrants qui ont quitté leur pays d'origine à la recherche de nouvelles opportunités. Cependant, nous sommes passés d'une stratégie consistant à attirer des talents étrangers pour favoriser le développement à une politique d'immigration massive non motivée par l'intérêt national mais par la culpabilité. Puisque l'Occident est censé être la cause fondamentale de tous les maux du monde, de l'histoire, il doit se racheter en ouvrant ses frontières à tous. Ce qui conduit à une forme de colonisation inversée qui ressemble à un suicide collectif. C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui des images de hordes d'immigrés qui maltraitent, agressent ou même tuent des citoyens européens dont le seul péché était de ne pas adhérer à une religion particulière. Lorsqu'on remet en question ces situations, on est immédiatement qualifié de raciste, de xénophobe ou même de nazi. Le wokisme a pénétré si profondément nos sociétés, promues par des institutions comme celle-ci, qu'il a même conduit à remettre en question le concept même du sexe biologique par l'influence désastreuse de l'idéologie du genre, ce qui a entraîné une intervention étatique encore plus importante par le biais de lois absurdes, comme le fait que l'État doit financer les traitements hormonaux et des interventions chirurgicales coûteuses pour satisfaire la perception de soi de certains individus. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons à voir les effets d'une génération entière qui a mutilé son corps, encouragée par une culture du relativisme sexuel. Et ces personnes devront passer toute leur vie en traitement psychiatrique pour faire face à ce qu'elles se sont fait. Pourtant, personne n'ose parler de ces problèmes. Non seulement cela, mais la grande majorité a été soumise aux perceptions erronées d'une petite minorité et le wokisme cherche également à détourner notre avenir. Parce qu'en dominant les facultés des universités les plus prestigieuses du monde, ils façonnent les élites de nos pays à rejeter et à nier la culture, les idées et les valeurs qui ont fait notre grandeur, endommageant encore plus notre tissu social. Quel avenir avons-nous si nous apprenons à nos jeunes à avoir honte de notre passé? Tout cela a été incubé, s'est progressivement développé au cours des dernières décennies après la chute du mur de Berlin. Curieusement, les nations libres ont commencé à s'autodétruire lorsqu'elles n'avaient plus d'adversaires à vaincre. La paix nous a affaiblis, nous avons été vaincus par notre propre complaisance.
Toutes ces aberrations et d'autres que nous ne pouvons pas énumérer, faute de temps, constituent les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'Occident. Malheureusement, ce sont les croyances que des institutions comme celle-ci promeuvent depuis 40 ans. Et personne ici ne peut feindre l'innocence. Depuis des décennies, il y a eu une idéologie sinistre et meurtrière, comme s'il s'agissait d'un veau d'or remant ciel et terre pour imposer sa propre humanité. Cette organisation, ainsi que les organismes supranationaux les plus influents, ont été les idéologues de cette barbarie. Les organismes multilatéraux de près ont été des instruments d'extorsion, tandis que de nombreux gouvernements nationaux, et en particulier l'Union européenne, ont agi comme leurs propres ailes. N'est-il pas vrai qu'en ce moment même, au Royaume-Uni, des citoyens sont emprisonnés pour avoir dénoncé des crimes horribles commis par des migrants musulmans, des crimes que le gouvernement cherche à dissimuler? Bien, les bureaucrates de Bruxelles n'ont-ils pas suspendu les élections en Roumanie simplement parce qu'ils n'aimaient pas le parti qui avait gagné? Face à chacune de ces discussions, les premières stratégies du wokisme sont de discréditer ceux d'entre nous qui remettent en cause ces choses. D'abord en nous étiquetant, puis en nous réduisant au silence. Si vous êtes blanc, vous devez être raciste. Si vous êtes un homme, vous devez être misogyne ou faire partie du patriarcat. Si vous êtes riche, vous devez être un capitaliste cruel. Si vous êtes hétérosexuel, vous devez être hétéronormatif, homophobe ou transphobe. Pour chaque défi, ils mettent une étiquette et ensuite ils essaient de vous réprimer par la force ou par des moyens légaux parce que, sous la rhétorique de la diversité, de la démocratie, de la tolérance qu'ils prêchent si souvent, ce qui se cache vraiment, c'est leur désir flagrant d'éliminer la dissidence, la critique et en fin de compte, la liberté afin de pouvoir continuer à défendre un modèle dont ils sont les principaux bénéficiaires. N'avons-nous pas entendu récemment comment certaines autorités européennes de premier plan, assez rouges devrais-je dire, ont en fait ouvertement appel à la censure? En fait, il n'y a pas de censure, mais plutôt cette idée qu'il faut faire taire ceux qui ne participent pas à l'idéologie woke. Et quel genre de société le wokisme peut-il créer? Une société qui remplace le libre-échange de biens et de services par la distribution arbitraire de la richesse sous la menace d'une arme. Une société qui remplace les communautés libres par une fausse collectivisation. Une société qui remplace le cas créatif du marché par l'ordre stérile et sclérosé du socialisme. Une société remplie de ressentiments où il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui sont des contribuables nets d'un côté et ceux qui sont bénéficiaires de l'État de l'autre. Et par là, je ne parle pas de ceux qui reçoivent l'aide sociale parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Je parle des grandes entreprises privilégiées, des banquiers qui ont été renfloués pendant la crise des subprimes, de la majorité des médias, des centres d'endoctrinement déguisés en universités, de la bureaucratie d'État, des syndicats, des organisations sociales et des entreprises de connivence qui prospèrent grâce aux impôts payés par les individus et les contribuables qui travaillent dur. Je parle du monde décrit par Ayn Rand dans La Grève, qui est malheureusement devenu une réalité. C'est un système où le grand gagnant est la classe politique qui devient à la fois l'arbitre et la partie prenante dans ce jeu de redistribution. Je le répète, la classe politique est à la fois l'arbitre, partie prenante et partie intéressée dans cette redistribution. Bien sûr, celui qui redistribue est celui qui maintient la ligne de partage. Et malgré les différences cosmétiques entre les différents partis politiques, ils partagent des partenaires d'intérêt, des accords et un engagement inébranlable à maintenir le statu quo. C'est pourquoi je les appelle tous le parti de l'État. Un système se cache derrière une rhétorique bien intentionnée, affirmant que le marché échoue et que c'est à eux de corriger les échecs par la réglementation, la force et la bureaucratie. Mais les défaillances de marché n'existent pas. Les défaillances de marché, je le répète, n'existent pas. Étant donné que le marché est un mécanisme de coopération sociale où les droits de propriété sont échangés volontairement, le concept même de défaillance du marché est une contradiction dans les termes. La seule chose à laquelle cette intervention aboutit, c'est à créer de nouvelles distorsions dans le système des prix, ce qui entrave le calcul économique, l'épargne et l'investissement, et conduit finalement à encore plus de pauvreté ou à un réseau de réglementation odieuse, comme c'est le cas en Europe, qui tue la croissance économique. Comme je le dis souvent dans mes discours, si vous pensez qu'il y a une défaillance de marché, allez voir si l'État n'est pas impliqué. Et si vous constatez que ce n'est pas le cas, vérifiez à nouveau car vous vous êtes trompé.
Pour cette même raison, puisque le wokisme n'est rien d'autre qu'un plan systématique du parti de l'État pour justifier l'intervention de l'État et augmenter les dépenses publiques, cela signifie que notre première et principale mission, si nous voulons vraiment récupérer le progrès de l'Occident et construire un nouvel âge d'or, doit être la réduction drastique de la taille de l'État. Non seulement dans chacun de nos pays, mais aussi la réduction drastique de toutes les organisations supranationales, car c'est la seule façon d'éradiquer ce système pervers, drainant ses ressources afin de rendre aux contribuables ce qui leur appartient et de mettre un terme à la vente de faveurs. Il n'y a pas de meilleure méthode pour mettre fin à la bureaucratie étatique que de ne pas avoir la possibilité de vendre de telles faveurs en premier lieu. Les fonctions de l'État doivent à nouveau se limiter à la défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Toute autre fonction que l'État assumera se fera au détriment de son rôle fondamental et conduira inévitablement au léviathan omniprésent dont nous souffrons tous aujourd'hui. Nous assistons aujourd'hui à l'épuisement global de ce système qui nous domine depuis quelques décennies. Comme cela s'est produit en Argentine, le reste du monde assiste à l'approfondissement du seul conflit vraiment pertinent de ce siècle et de tous les précédents. Le conflit entre les citoyens libres et la caste politique qui s'accroche à l'ordre établi, redoublant ses efforts de censure, de persécution et de destruction. Heureusement, partout dans le monde libre, la majorité silencieuse s'organise et dans chaque recoin de notre hémisphère, l'écho de ce cri de liberté résonne. Nous sommes face à un changement d'air, un glissement copernicien, la destruction d'un paradigme et la construction d'un autre. Les institutions influentes au niveau mondial comme celle-ci souhaitent tourner la page et participer de bonne foi à ce nouveau paradigme. Il faudrait qu'elles assument le rôle joué au cours des dernières décennies en reconnaissant devant la société le mea culpa qui lui est demandé. Pour conclure, je souhaite m'adresser directement aux dirigeants du monde, à tous ceux qui dirigent aussi bien les États nationaux que les grands groupes économiques et les organisations internationales influentes. Qu'ils soient présents ici aujourd'hui ou qu'ils nous écoutent depuis chez eux. Les formules politiques des dernières décennies auxquelles j'ai fait référence dans le discours ont échoué ou s'effondrent aujourd'hui sous leur propre poids. Cela signifie que penser comme tout le monde, lire ce que tout le monde lit et dire ce que tout le monde dit ne peut que conduire à l'erreur. Même si beaucoup persistent à marcher vers le précipice. Le scénario des 40 dernières années est terminé et lorsqu'un système s'arrête, l'histoire s'ouvre. C'est pourquoi je dis à tous les dirigeants mondiaux qu'il est temps de se libérer de ce scénario. Il est temps d'être audacieux, il est temps d'oser penser et d'oser écrire nos propres vers. Parce que lorsque les idées et les récits du présent disent tous la même chose et qu'ils disent les mauvaises choses, être courageux signifie se tenir en dehors du temps. Cela signifie regarder en arrière, ne pas être ébloui par le transitoire, perdre de vue l'universel. Cela signifie récupérer des vérités qui étaient évidentes pour nos ancêtres et qui sont au cœur du succès de la civilisation occidentale, mais que le régime de pensée analytique des dernières décennies a persécuté. Comme s'il s'agissait d'hérésie. Comme l'a dit Churchill, plus on peut regarder loin en arrière, plus on a de chances de voir loin en avant. En d'autres termes, nous devons renouer avec les vérités oubliées de notre passé pour démêler les nœuds du présent et faire le prochain pas en avant en tant que civilisation vers l'avenir. Et que vois-je lorsque je regarde en arrière? Nous devons à nouveau embrasser la dernière thèse éprouvée de la réussite économique et sociale. C'est le modèle de la liberté. Une fois de plus, nous embrassons les idées de liberté et nous revenons au libertarisme. C'est ce que nous faisons en Argentine. C'est ce que je souhaite que le président Trump fasse dans la nouvelle Amérique et ce à quoi nous invitons toutes les grandes nations du monde libre à faire. Si elles souhaitent arrêter à temps ce qui est clairement un chemin qui mène à une catastrophe. En fin de compte, ce que je propose, c'est de rendre à l'Occident sa grandeur. Aujourd'hui, comme il y a 215 ans, l'Argentine a brisé ses chaînes et nous invite, comme le déclare notre hymne national, à nous inviter, nous tous les mortels du monde, à entendre le cri sacré « Liberté, liberté, liberté ». Que les forces du ciel soient avec nous. Merci beaucoup à vous tous et vive la liberté, bon sang.
Alors on est tous bien d'accord que Javier Milei a fait ce que jamais personne n'a osé faire avant lui, aller au cœur du mondialisme à Davos et déclarer la fin de leur règne. Son message est très clair, Davos va mourir comme toutes les institutions supranationales qui imposent leur idéologie toxique. Il appelle clairement un réveil massif des peuples, au retour des libertés, au retour des valeurs traditionnelles qui ont toujours fonctionné et surtout au retour du bon sens. Ce discours est une énorme claque monumentale donnée en pleine face des mondialistes. Comme l'a dit Javier Milei, avec force, le temps des mensonges est terminé. À nous maintenant d'écrire la suite. Et je rajouterai, nous sommes tous les médias, nous sommes tous la vérité, nous sommes tous le peuple. Alors force et honneur à nous tous. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et je vous remercie de votre aide pour ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.